Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui pour parler de perméabilité intestinale dans cet épisode numéro 58. Alors pourquoi un épisode sur la perméabilité intestinale ? Eh bien parce que c'est un peu le sujet qui revient sur toutes les lèvres en ce moment et je voulais un peu décortiquer pour vous ce qu'est la perméabilité intestinale, les conséquences qu'elle peut avoir, comment savoir si on souffre de perméabilité intestinale et surtout comment la diminuer si effectivement nous sommes concernés. Donc il y a plein de choses à dire sur ce sujet et il y a plein de choses qui ont déjà été dites, vous avez sûrement déjà beaucoup entendu parler de cette perméabilité intestinale, mais voilà, je voulais un petit peu retracer ce que c'était, aussi ce que ça n'était pas, parce que parfois on entend des trucs, faut pas exagérer quand même, et un petit peu vous dire comment savoir si potentiellement vous souffrez de perméabilité intestinale, parce que il y a quand même énormément de personnes qui en souffrent aujourd'hui, et surtout vous donner un peu des solutions, évidemment. Donc on va commencer sans plus tarder par qu'est-ce que finalement la perméabilité intestinale. Alors on l'appelle aussi porosité intestinale, on parle aussi de leaky gut syndrome, donc ça veut dire simplement un intestin qui fuit, en gros qui laisse passer des trucs qui ne devraient pas. Donc tout simplement, cette perméabilité intestinale, elle va à l'encontre de ce que devrait faire normalement l'intestin, c'est-à-dire que l'intestin, normalement, il devrait être quasiment imperméable, c'est-à-dire qu'il ne devrait quasiment rien laisser passer, en tout cas, il ne devrait laisser passer que ce qui est nutriments absorbables, vitamines, etc. et bloquer le passage pour le reste. En gros, dans l'intestin grêle particulièrement, il y a ce qu'on appelle la présence de complexes jonctionnels serrés. Donc ces complexes jonctionnels serrés, en fait, ils font vraiment une espèce de maillage, une espèce de barrière dans toute la muqueuse intestinale de l'intestin grêle. Et normalement, ça ne laisse passer que ce qui doit passer. Donc encore une fois, les nutriments absorbables, les choses dont on a besoin et qui nous sont bénéfiques. Et normalement, ça doit bloquer les indésirables, c'est-à-dire les bactéries pathogènes, les aliments non digérés, les toxines, etc. Et ça, c'est hyper important parce que je voulais vous rappeler aussi un concept, j'en ai déjà un petit peu parlé dans un autre épisode, mais on considère que ce qu'on mange, ça passe à l'intérieur de nous, parce qu'effectivement on met des choses dans notre bouche et ensuite on les avale, donc ça passe à l'intérieur de nous, mais finalement, en fait, techniquement, ça reste à l'extérieur. Pourquoi ? Eh bien parce que on parle effectivement d'un tube digestif qui part de la bouche et qui se termine par l'anus. Alors c'est pas un tube évidemment, mais finalement ce qui rentre dans notre bouche, ce qui passe dans l'estomac et ce qui passe dans l'intestin grêle puis le côlon avant d'être éliminé, finalement ça reste quasiment à l'extérieur de nous en fait. Vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait effectivement ce tube au travers duquel vont voyager les aliments que l'on consomme et ça reste en fait techniquement l'extérieur de nous. J'espère que vous voyez un peu ce que j'essaie de vous dire. Je vous montre avec mes mains, mais forcément vous voyez pas vu que vous écoutez un podcast. Mais voilà, tout simplement en fait c'est comme si les aliments passaient dans un tube et ça reste à l'extérieur de nous. Il y a certaines choses qui passent
à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qui passent dans la circulation sanguine et qui vont donc pouvoir être diffusées à toutes les cellules de notre corps, mais la plupart des choses restent finalement à l'extérieur. Et heureusement, parce que sinon ce serait quand même un sacré bazar. Et il y a aussi une raison à ça, c'est que effectivement tout ce que potentiellement on avale et qu'on fait rentrer dans notre tube digestif, ça peut aussi potentiellement être très dangereux si jamais on a avalé quelque chose que l'on n'aurait pas dû, que ce soit quelque chose qui se digère pas, genre comme si vous avalez, je sais pas, une pièce de monnaie par exemple. Ne testez pas ça à la maison, hein, mais elle ressortira normalement, si tout va bien, elle ressortira intacte à la fin de la digestion. Évidemment, elle sera pas absorbée, mais il y a aussi des bactéries pathogènes, des choses qui devraient pas passer à l'intérieur de la circulation sanguine, qui devraient rester quasiment à l'extérieur de nous. En tout cas, s'il y a un agent pathogène, par exemple, qui rentre dans le tube digestif, tant qu'il reste dans le tube digestif, finalement, il peut faire beaucoup moins de dégâts que s'il arrive à passer la barrière intestinale et s'il arrive à passer dans la circulation sanguine. Et c'est pour ça aussi qu'on a, alors les chiffres sont différents, mais entre 60 et 80% de notre système immunitaire qui se situe tout au long du tube digestif. Mais c'est à peu près normal puisque c'est vraiment là où on va potentiellement faire entrer des choses et c'est là où il va vraiment falloir sélectionner ce qu'on laisse rentrer et ce qu'on ne laisse pas rentrer. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important et c'est pour ça que normalement l'intestin, il est censé rester quasiment imperméable et vraiment ne laisser passer qu'une petite sélection de choses, en tout cas que ce qui nous est bénéfique et ne pas laisser rentrer tous les déchets et toutes les choses dont nous n'avons pas besoin. Le problème, c'est que dans certains cas, ces fameux complexes jonctionnels serrés, ils vont avoir tendance à s'ouvrir, à se desserrer et à laisser passer trop de choses. Donc c'est pour ça qu'on parle de perméabilité intestinale, parce que là, l'intestin se met à devenir perméable, c'est-à-dire qu'il se met à laisser passer des choses qui ne devraient pas passer. Et donc c'est pour ça qu'on parle de leaky gut syndrome. Alors je précise quand même que, parce que j'ai déjà entendu, le leaky gut syndrome, c'est quand on a les intestins troués et que du coup, ils sont comme une passoire, il y a tout qui passe. Alors on n'en est pas à ce point-là, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas des trous de plusieurs centimètres dans l'intestin qui laissent passer tout et n'importe quoi, parce que là ça deviendrait très complexe, hein, je pense que ce serait la mort assurée. Les complexes jonctionnels serrés, quand ils se desserrent, quand ils s'ouvrent, c'est de quelques millimètres, mais c'est suffisant pour laisser passer même des bactéries, des choses comme ça, qui normalement ne devraient pas passer, puisque ces complexes jonctionnels serrés, et pas facile à dire celui-là, ils devraient normalement rester absolument serrés et ne s'ouvrir que de manière sélective. Donc voilà un petit peu ce qu'est cette fameuse perméabilité intestinale. Donc voilà, encore une fois, on n'a pas des énormes trous qui laisseraient passer tout n'importe quoi, mais il n'empêche que quand l'intestin laisse passer des choses qu'il ne devrait pas, vous comprenez bien que c'est très problématique, parce que du coup ces choses, elles vont passer directement dans la circulation sanguine et activer tout un certain nombre de réactions dont on va parler juste après. Mais avant, je voulais revenir sur qu'est-ce qui favorise justement un leaky gut syndrome, cette fameuse perméabilité intestinale ou porosité intestinale, vous lui donnez le nom que vous voulez. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent effectivement déclencher ou empirer, on va dire, un leaky gut syndrome. Le premier, et ça c'est plutôt assez inattendu, c'est le sport trop intense. Alors pourquoi est-ce que le sport trop intense peut favoriser, on va dire, un leaky gut? On a beau se dire, attends, le sport c'est hyper bénéfique, on nous dit qu'on bouge pas assez, il faut bouger, il faut faire du sport. Oui, bien sûr, clairement, l'activité physique c'est absolument primordial. On est fait pour bouger au quotidien, que ce soit de l'activité physique classique, on va dire, telle que la marche, je sais pas, les activités du quotidien, ou le sport intensif. C'est aussi intéressant parfois d'avoir des sessions de vrai sport, même si petit aparté là sur le sport, même si vous êtes quelqu'un qui est plutôt actif, qui bougez quand même pas mal de par votre métier ou de par votre mode de vie, il n'empêche que l'activité physique c'est intéressant et le sport aussi. Et quand je dis sport, là ça va plus être vraiment quelque chose où on va pratiquer un sport avec pour vocation de faire augmenter le cardio ou de renforcer les muscles, etc. Donc ça c'est hyper important. Petite parenthèse fermée. Là où ça devient problématique, c'est quand cette pratique sportive elle est trop intense. Alors justement, vous allez me dire, c'est quoi une activité physique trop intense? Alors je me souviens plus des statistiques, mais j'essaierai de vous retrouver ça
Je vous le mets éventuellement en description de l'épisode. Mais en général, on le sait quand on fait trop de sport. Voilà, en général, c'est surtout soit les athlètes, soit les sportifs de haut niveau, soit les personnes qui vraiment pratiquent énormément de sport chaque jour ou chaque semaine. Et pourquoi c'est problématique ? En fait, tout simplement parce que pour que ces complexes jonctionnels serrés fonctionnent bien, ils ont besoin de plusieurs choses que je vais dévoiler un peu à la fin pour voir comment on peut un peu les chouchouter. Mais ils ont besoin notamment d'un acide aminé qui s'appelle la L-glutamine, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. La L-glutamine, en fait, c'est un acide aminé qu'on appelle conditionnellement essentiel. C'est-à-dire, on peut le fabriquer nous-mêmes, mais dans certains cas, on aura besoin qu'il soit apporté par l'alimentation. Et notamment, justement, en cas de sport intensif, on peut manquer de L-glutamine, alors qu'elle est nécessaire pour les intestins, tout simplement parce que le sport, ça va utiliser les muscles, et donc les personnes qui font énormément de sport, elles vont utiliser énormément de L-glutamine dans les muscles. En fait, cette L-glutamine, elle va être déviée vers les muscles, parce que là, ils auront besoin de tous les acides aminés possibles pour se reconstruire, se développer, etc. Et donc, il n'y en aura plus assez pour l'intestin. Donc, s'il n'y a plus assez de L-glutamine, ces petits complexes jonctionnels serrés, ils vont avoir du mal à fonctionner correctement, et donc ça peut amener à un leaky gut. Et c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de personnes qui pratiquent le sport de manière très intensive qui se retrouvent à avoir des gros soucis de digestion. Donc ça, c'est un point important. On va y revenir sur les points, les choses qu'on peut faire pour améliorer sa barrière intestinale. Mais voilà, la L-glutamine, c'est un point à prendre en compte, et c'est pour ça que vous voyez peut-être parfois sur Instagram des sportifs qui prennent justement de la L-glutamine après un entraînement pour permettre d'en avoir suffisamment à la fois pour leurs muscles mais aussi pour les intestins. Un autre point qui peut favoriser un leaky gut, ça va être de nouveau notre fameux champion, le stress. Je ne vous le présente plus, le stress. Mais là, vous allez me dire, oui, ok, super, mais comment le stress peut favoriser un leaky gut ? Eh bien, déjà, le stress, il va jouer sur la qualité et la quantité du mucus protecteur que l'on aura dans notre intestin. Le mucus, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers dans l'épisode sur le FUT2. Je vous remets le lien de cet épisode en description de cet épisode-là. Donc le stress, il va diminuer la qualité et la quantité du mucus protecteur. Et si cette muqueuse intestinale, elle n'a pas assez de mucus, qui joue un petit peu comme un airbag, vous voyez, le mucus, c'est vraiment ce qui va venir protéger la muqueuse intestinale de plein de choses, des agressions physiques, chimiques. Ça va être aussi le nid du microbiote. Ça va être, voilà, il a plein de fonctions super importantes, ce mucus. Et en cas de stress, par un effet de réaction, le mucus va diminuer en qualité et en quantité. Or, s'il n'y a pas assez de mucus, ça veut dire que la muqueuse, elle va être beaucoup plus vulnérable, elle va être beaucoup plus fragile, et donc potentiellement, elle va être agressée, et ça va jouer sur le fonctionnement de ces complexes jonctionnels serrés. Et le mucus, il a aussi cette fonction aussi à la fois de protection physique, c'est-à-dire d'airbag, mais il va aussi avoir cette fonction un peu d'imperméabilisant. Vous voyez, un peu comme ce que vous mettez sur vos chaussures pour pas qu'elles prennent la pluie. Mais le mucus, ça va être un peu pareil. En fait, le mucus, notamment dans le côlon, il est hyper épais pour justement protéger la muqueuse et pour pas qu'il y ait des choses qui puissent passer et qui puissent atteindre la muqueuse et que ça ne laisse passer uniquement que ce qui doit passer. Donc s'il n'y a pas assez de mucus, la muqueuse est plus fragile, les complexes jonctionnels serrés seront plus fragiles aussi, pourront moins bien fonctionner, donc le stress est un gros pourvoyeur de leaky gut. Un autre élément qui peut favoriser un leaky gut syndrome, donc une perméabilité intestinale, ce sont les médicaments. Alors pas forcément tous, mais il y a 4 types de médicaments particulièrement qui peuvent favoriser ou déclencher un leaky gut syndrome. Le premier, ce sont les IPP. Et ça, je vous en parlais beaucoup dans l'épisode numéro 56 sur l'hypochloridrie. À quel point les IPP peuvent perturber la digestion, particulièrement la digestion des protéines, et donc peuvent favoriser une dégradation de la muqueuse intestinale, une dysbiose du microbiote, qui va forcément jouer sur la capacité de la muqueuse intestinale à rester imperméable ou non. Donc voilà, forcément les IPP, c'est pour ça encore une fois qu'il y a des personnes qui prennent des IPP pendant des mois et qui se retrouvent à avoir des gros ballonnements, des gros soucis de digestion, tout simplement parce que ça a complètement perturbé leur digestion et ça a favorisé donc une porosité intestinale. Autre catégorie de médicaments évidemment qui va venir perturber à la fois le microbiote et la muqueuse intestinale, ce sont les antibiotiques.
ils vont, on va dire, décimer une grande partie des bactéries du microbiote, donc forcément créer une dysbiose, et le microbiote joue aussi beaucoup dans le bon fonctionnement des complexes jonctionnels serrés. Donc s'il y a une dysbiose, il y aura forcément plus de risques que la muqueuse intestinale soit altérée et qu'elle laisse passer des choses qu'elle ne devrait pas. Petite précision, quand je parle de ces médicaments qui favorisent un leaky gut syndrome, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais en prendre et que c'est le mal absolu. Encore une fois, il y a certaines situations dans lesquelles on est bien content d'avoir ce genre de médicaments et ils sont absolument nécessaires. Le problème là, c'est quand on en prend trop souvent ou que quand on en prend, derrière on ne va pas faire ce qu'il faut pour rétablir, on va dire, l'intégrité de la muqueuse intestinale. Voilà, petit disclaimer. Et bien sûr, si vous êtes sous traitement médical, on n'arrête pas un traitement sans l'avis de notre médecin. Voilà, sachez-le, je le répète souvent, mais je prends vraiment beaucoup de précautions par rapport à ça, c'est hyper important. Si vous êtes sous antibiotiques, par exemple, maintenant, et que vous écoutez mon épisode et que vous vous dites « Oh là là, j'arrête tous les antibiotiques parce que c'est en train d'abîmer mon intestin », non, ça peut être hyper dangereux. Vous suivez les prescriptions de votre médecin. Si vous a dit de les prendre pendant tant de temps, vous les prenez pendant tant de temps. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de voir avec votre médecin ce que vous pouvez faire pour limiter les effets secondaires sur votre muqueuse intestinale. Autre catégorie de médicaments qui vont altérer, on va dire, la muqueuse intestinale, c'est tout ce qui va être chimiothérapie. En fait, tout simplement parce que la chimiothérapie, elle va vraiment jouer sur le renouvellement des cellules. Elle va en gros empêcher une bonne partie des cellules de se renouveler, notamment évidemment les cellules cancéreuses. L'idée, c'est de bloquer les cellules cancéreuses. Or, ça va aussi fortement jouer sur les cellules qui se renouvellent très souvent, puisque c'est elles qui vont être forcément les plus impactées par la chimio. Et il faut savoir que les cellules de l'intestin, donc ce qu'on appelle les entérocytes, se renouvellent toutes les 36 heures à peu près. Et donc forcément, ils vont être très impactés par la chimiothérapie. Il y a beaucoup de ces cellules qui vont mourir, en gros, qui vont pas pouvoir se renouveler. Donc forcément, ça risque de créer effectivement des trous. Alors je mets des guillemets, encore une fois, on parle pas de trous, de gros trous, mais ça va créer en tout cas des altérations de la muqueuse intestinale. Donc c'est hyper important quand on suit un traitement en chimiothérapie de bien voir avec son médecin pour reconstruire le microbiote, la muqueuse intestinale, etc. Soit une fois le traitement terminé, soit pendant le traitement si c'est ok avec le médecin. Voilà, ça dépendra effectivement de chaque traitement. Encore une fois, c'est à voir avec un professionnel de santé. Et enfin, quatrième catégorie de médicaments qui vont potentiellement favoriser le leaky gut, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui vont en gros bloquer la production de mucus. Donc tout simplement parce qu'en fait le mucus il a besoin de certains éléments, notamment qu'on appelle les prostaglandines, les PGI2, qui sont nécessaires pour la sécrétion du mucus. Or les anti-inflammatoires ils vont les diminuer parce qu'elles interviennent aussi dans les mécanismes de l'inflammation. Donc s'il y a moins de sécrétion de mucus, il y a moins de mucus protecteur sur la muqueuse intestinale, donc potentiellement risque de leaky gut. Encore une fois, comme je vous expliquais, par rapport au stress. Si vous prenez des anti-inflammatoires à l'heure actuelle, il ne s'agit pas de tout arrêter du jour au lendemain, mais il s'agit de voir comment vous pouvez limiter les effets secondaires de ce type de médicaments. Ensuite, un autre point qui peut favoriser un leaky gut, évidemment, ce sera l'inflammation. Si la muqueuse intestinale se retrouve inflammée pour une raison ou pour une autre, forcément, elle pourra moins bien fonctionner, puisque lorsqu'un tissu est en inflammation, son fonctionnement est altéré, forcément, ça va être un peu diminué. Donc ça va jouer aussi sur le fonctionnement des complexes jonctionnels serrés. Donc c'est pour ça que quand il y a une inflammation particulièrement dans les intestins, c'est important de s'en occuper parce que ça va jouer sur la capacité de l'intestin à rester imperméable ou non. Un autre élément qui peut favoriser, on va dire, un leaky gut, ça va être le gluten. Et alors pourquoi le gluten ? Tout simplement parce que le gluten, il va en gros perturber la production de ce qu'on appelle la zonuline. En gros, il va favoriser la production de la zonuline. Et la zonuline, c'est un élément qui va contrôler l'ouverture ou la fermeture des complexes jonctionnels serrés. En gros, quand il y a présence de zonuline, ça va favoriser l'ouverture de ces complexes jonctionnels serrés. Donc c'est pour ça que le gluten, il est fortement déconseillé à beaucoup de personnes et il peut effectivement avoir un impact plutôt négatif sur la perméabilité intestinale. Évidemment, je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument passer à un régime 100% sans gluten. Et voilà, chaque cas est vraiment différent et c'est important de prendre en compte chaque situation. Il y a des personnes qui pourront consommer du gluten et qui n'auront que peu de symptômes parce que, on va dire, leur microbiote, leur muqueuse intestinale sont plutôt au top. Donc finalement, ça n'aura
pas trop d'effet. En revanche, les personnes qui ont déjà un microbiote fragile et une muqueuse intestinale plutôt fragile, là, il vaudra mieux effectivement limiter au maximum les céréales qui contiennent du gluten, puisque ça va sécréter cette fameuse zonuline qui va en gros venir écarter les complexes jonctionnels serrés. Un autre élément qui peut jouer dans la perméabilité intestinale, évidemment, c'est le microbiote. Tout simplement, le microbiote, il va avoir plein de rôles. Le premier, c'est que il va aussi à la fois bénéficier du mucus et à la fois gérer la sécrétion de mucus. Il y a une présence de certaines bactéries qui vont favoriser, on va dire, la sécrétion de mucus. Or, si ces bactéries ne sont pas présentes, du coup, le mucus sera aussi de moins bonne qualité. Et puis, il y a aussi d'autres bactéries qui, à l'inverse, vont venir grignoter le mucus et donc qui vont venir enlever un peu cette couche protectrice qui protège la muqueuse intestinale. Donc ça, déjà, c'est un point à vérifier. Et puis, si jamais il y a trop de bactéries pro-inflammatoires dans le microbiote, forcément, ça va créer une inflammation au niveau de l'intestin, donc ça va perturber le fonctionnement de ces fameux complexes jonctionnels serrés. Donc le microbiote, il est vraiment absolument primordial aussi dans la perméabilité ou l'imperméabilité de l'intestin. Il va aussi fortement jouer. Et si on a un microbiote qui est super équilibré, il y aura plus de chances que l'intestin puisse fonctionner correctement. Et enfin, dernier point qui peut jouer sur le leaky gut. Encore une fois, la liste n'est pas forcément exhaustive, mais je vous donne les principaux éléments. Ça peut être si on a un mauvais mucus, notamment si on a un gène FUT2 qui est profil non sécréteur. Ça, je vous en ai parlé pareil en long, en large et en travers dans l'épisode sur le FUT2. Je vous remets le lien dans la description. Mais chez certaines personnes qui ont un profil non sécréteur, elles ont en gros un gène qui va faire qu'il y a une enzyme qui n'est pas activée et donc qui ne peut pas venir sécréter, on va dire, autant de mucus que nécessaire. Donc le mucus est de moins bonne qualité et en moindre quantité. Donc là, ça peut être problématique. Donc effectivement, c'est important de vérifier aussi ça, puisque vous l'aurez compris, s'il n'y a pas de bon mucus, il n'y a pas forcément de bon fonctionnement de la muqueuse intestinale. Donc voilà, pour résumer un petit peu ce qui peut favoriser un leaky gut, on a dit le stress chronique, le sport trop intense, certains médicaments, notamment les IPP, les antibiotiques, la chimio et les anti-inflammatoires. L'inflammation aussi, le gluten de par la sécrétion de zonuline, le microbiote et la qualité du mucus. Donc ça, c'était un petit peu ce qui peut favoriser effectivement un leaky gut, donc une perméabilité intestinale. Maintenant, on va voir un peu les conséquences et vous allez voir qu'elles sont nombreuses. Donc je vais pas tout détailler, mais je vais vous faire un peu les grandes lignes qui vous donneront déjà pas mal d'indications sur ce que ce fameux leaky gut syndrome peut impliquer au quotidien. Donc déjà, pour rappel, quand il y a un leaky gut syndrome, ça veut dire qu'il y a des éléments qui ne devraient pas passer la barrière intestinale qui arrivent à passer et rentrent dans la circulation sanguine. Or, il faut savoir que tout ce qui passe dans la circulation sanguine passe dans le foie. Le foie, c'est vraiment notre station d'épuration du sang. C'est vraiment ce qui va venir filtrer le sang et éliminer ce qui doit être éliminé. Voilà, en gros, un peu nettoyer tout ça. Donc le souci, c'est que s'il y a énormément de toxines, de déchets, de bactéries pathogènes qui rentrent dans la circulation sanguine, tous ces éléments-là, ils vont passer par le foie, puisque tout ce qui passe dans le sang passe par le foie. Le problème, c'est que le foie, il est capable de gérer pas mal de choses, mais il y a un moment, s'il y a trop de choses qui lui arrivent et qu'il doit gérer, eh bien, il peut être complètement surchargé et il ne pourra plus assurer ses fonctions de détoxification. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus arriver ce qu'on appelle en anglais la NASH et en français, c'est stéatose hépatique non alcoolique. Je crois que c'est ça. Où en fait, en gros, le foie se met à s'abîmer comme il le ferait sur des profils de personnes qui sont alcooliques. Ou en général, quand il y a une surconsommation d'alcool sur le long terme, ça a tendance à détruire le foie. Donc qui se met à faire ce qu'on appelle une stéatose hépatique. Or, ça peut arriver aussi dans des contextes où il n'y a pas d'alcool, mais où il y a un leaky gut syndrome qui est trop important, donc il y a trop de déchets qui passent par le foie, et en gros, le foie, il y a un moment, il n'en peut plus, il est surchargé, et il commence à mal fonctionner, et à complètement se dérégler, voire à s'abîmer, voire à s'auto-détruire, entre guillemets. Donc ça, c'est un point qui est important, et donc quand il y a un phénomène de leaky gut syndrome, il faut aussi penser à bien soutenir le foie pour lui permettre de faire son travail correctement, parce que là, il a besoin d'un petit coup de main, parce qu'en gros, il est surchargé, il
se récupère trop de dossiers à gérer et là il peut plus s'en sortir. Une autre conséquence d'un leaky gut syndrome, c'est que il y a des choses qui passent alors qu'elles ne devraient pas, ce qui va forcément activer le système immunitaire. Comme je vous ai dit, il y a une énorme partie du système immunitaire qui se trouve tout au long du tube digestif et particulièrement dans l'intestin. Et s'il y a des choses qui passent la barrière intestinale, le système immunitaire, il va tout de suite les voir, les reconnaître et potentiellement il va s'activer. Puisqu'il y a des intrus qui rentrent, donc lui son boulot c'est de détruire les intrus. Donc forcément ça va suractiver le système immunitaire, ça va fatiguer aussi ce système immunitaire parce qu'il sera tellement occupé à essayer de gérer toutes les choses qui passent alors qu'elles ne devraient pas, qu'il aura moins de temps et d'énergie et de ressources pour gérer le reste. Donc c'est aussi pour ça parfois quand on a un leaky gut syndrome, on peut être tout le temps malade, avoir tout le temps un truc qui va pas, parce que notre système immunitaire il est juste un peu comme le foie, il est surchargé, il n'arrive pas à tout gérer. En plus il va forcément ne pas réussir à tout gérer, donc ça va aussi laisser passer des choses qui vont passer entre les mailles du filet du système immunitaire, donc forcément risque de plus d'infections, risque aussi plus élevé de maladies auto-immunes, puisque comme j'en parlais dans l'épisode sur l'hypochlorhydrie, s'il y a des choses qui passent la barrière intestinale, qui se retrouvent dans la circulation sanguine alors qu'elles ne devraient pas, le système immunitaire va s'activer, sauf qu'il y a un moment, des fois le système immunitaire il se dérègle et il peut avoir tendance à se retourner un peu contre nous-mêmes et se mettre à attaquer nos propres tissus. C'est ce qui se passe dans les maladies auto-immunes, hein. L'auto-immunité c'est ça en fait, c'est quand le corps se met à réagir sur ses propres tissus à lui, parce que en gros il a un peu confondu, en gros il s'est un peu trompé, il s'est dit ah mince toi tu ressemblais un peu à un intrus, du coup je me suis attaqué à toi alors que j'aurais pas dû, mais une fois qu'il est lancé c'est compliqué de l'arrêter. Donc voilà, c'est forcément il y a un risque aussi plus élevé de déclencher une maladie auto-immune, et en gros si on a un terrain plutôt propice au développement d'une maladie auto-immune, le fait d'avoir un leaky gut, ça va un peu faire flamber tout ça, ça va un peu faire passer de l'état de risque à l'état de guerre, quoi. En gros là, ça va vraiment déclencher la maladie auto-immune. Donc ça c'est pour ça que vraiment la barrière intestinale, elle doit rester la plus intègre possible pour ne pas laisser passer des choses qui ne devraient pas. Une autre conséquence, ça va être l'inflammation, évidemment, puisque la réaction du système immunitaire, c'est l'inflammation, c'est comme ça qu'il va essayer de détruire les intrus. Donc qui dit inflammation dit inflammation aussi de la muqueuse intestinale, dit augmentation du leaky gut, donc là c'est un peu le cercle vicieux. On peut avoir aussi évidemment tout un dérèglement en fait, parce que c'est tout l'organisme qui va se retrouver un peu déréglé, parce que tout va se mettre à fonctionner un peu en mode alarme, au secours, il y a des choses qui sont rentrées. Donc tout se met un petit peu à fonctionner différemment. Donc on peut avoir une prise de poids, un dérèglement hormonal, des manifestations cutanées aussi, parce qu'il y a certains, en gros il y a un peu des déchets qui vont rentrer dans le corps, qui vont devoir s'évacuer d'une façon ou d'une autre, et la peau c'est aussi ce qu'on appelle un émonctoire, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'évacuer certains déchets. Donc il se peut aussi qu'on se retrouve avec des problèmes de peau, d'eczéma, de psoriasis, de peau très réactive, qui réagit à tout, qui démange. Voilà, on peut avoir pas mal de manifestations cutanées ou autres d'ailleurs, qui vont être une conséquence en fait de ce leaky gut, tout simplement aussi parce que comme la majorité du système immunitaire est dans l'intestin, le système immunitaire de l'intestin, ça va être un peu le centre nerveux du système immunitaire de toutes les autres muqueuses. Donc c'est un peu à partir de l'intestin que vont s'organiser les défenses de toutes les autres muqueuses, hein, parce que tout notre système immunitaire il communique, hein, évidemment, il n'y a pas un système immunitaire pour l'intestin, un autre je sais pas moi, pour le nez, voilà, enfin en gros tout communique évidemment, et donc ça peut perturber les systèmes immunitaires de tout le corps. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir aussi des manifestations, comme je vous disais, cutanées, ORL aussi. On peut se retrouver avec un peu des choses, des infections chroniques sur n'importe quel système, des sinusites chroniques, des cystites chroniques, n'importe quoi de chronique, des infections chroniques. Ça peut être dû effectivement à un mauvais fonctionnement de l'intestin. Et puis il y a aussi un phénomène qui se passe, c'est ce qu'on appelle l'endotoxémie métabolique. En fait, c'est quand il y a trop de choses qui passent dans le sang, trop de déchets qui vont passer dans le sang. Ça va donc activer les récepteurs du système immunitaire et ça va vraiment avoir des conséquences sur tout le corps, tous les systèmes. En gros, c'est comme s'il y avait un peu une accumulation de déchets dans tout le corps et donc tout va se mettre un peu à réagir. Donc ça va jouer sur le foie, l'immunité, le tissu adipeux, les muscles, les os, etc. Enfin, tout se met un petit peu à fonctionner de manière altérée. Et ça peut être assez compliqué
compliqué, si ça devient trop important, là c'est vraiment, ça peut vraiment devenir une intoxication de l'intérieur, hein, un peu. Et pour mesurer ça, donc on va mesurer effectivement ce qu'on appelle la LBP, donc la LPS Binding Protein. Les LPS, c'est ce qui va justement activer ce système immunitaire, et donc la LBP, c'est ce qu'on peut doser pour évaluer justement l'endotoxémie métabolique. Une autre conséquence de ce leaky gut syndrome, c'est que ça peut entraîner des dépressions. C'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui on traite certaines dépressions avec un travail sur l'intestin. Dans certains cas, ça peut être possible. En fait, tout simplement parce que en cas d'inflammation trop importante, il y a une partie du tryptophane qui va être déviée vers une voie qui ne sera pas utilisée à créer de la sérotonine. Normalement, le tryptophane, il sert à créer de la sérotonine, qui est un peu l'hormone de la sérénité, du bien-être, un peu de la vision positive des choses. Et en cas d'inflammation, donc ce tryptophane, il est dévié pour aller justement dans l'intestin, et donc il va être dévié vers une voie où il est inutile en fait. Et donc on va manquer de tryptophane pour créer cette sérotonine, et donc on va manquer de sérotonine. Et quand il y a un manque trop important de sérotonine, ça peut entraîner une dépression. Or, là, quand il y a une inflammation chronique, on n'a plus assez de sérotonine parce qu'on n'a plus assez de tryptophane. En tout cas, il est dévié vers une voie où il sera inutilisable. Donc, on n'a pas assez de sérotonine. Donc, ça peut entraîner des dépressions. Et ça, c'est quand même un point non négligeable, parce que, vous voyez, en fait, le lien entre le leaky gut syndrome et une potentielle dépression. Alors que forcément, c'est pas forcément un lien qu'on aurait fait spontanément. On peut se dire, bah non, la dépression, ça vient pas du tout de l'intestin, alors que si, ça peut totalement démarrer à cause de ça. Évidemment, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, mais voilà, tout ça, c'est un peu pour vous montrer à quel point tout part de l'intestin, absolument tout, et c'est pour ça que je vous en parlais d'ailleurs dans un épisode où je vous ai expliqué pourquoi le digestif est vraiment à la base de tout, et c'est pour ça que quelle que soit la problématique d'une personne, en général on va commencer par travailler sur l'intestin, parce que ça peut régler énormément de problèmes, énormément de symptômes qui sont finalement liés à un mauvais fonctionnement de l'intestin, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau de tous les systèmes du corps, digestifs ou non, comme vous l'avez vu, ça peut être, tous les systèmes du corps peuvent être impactés par ce leaky gut syndrome, donc c'est important de le prendre en considération. Alors, comment savoir si on a un leaky gut syndrome ? Évidemment, le mieux, c'est de se faire accompagner par un professionnel de santé pour vérifier tout ça, faire éventuellement les examens qui seraient nécessaires. Le professionnel va vous poser toutes les questions possibles pour déterminer si oui ou non vous avez un leaky gut syndrome, et puis aussi voir un peu à quelle intensité, parce que ça peut être un début, ça peut être un gros leaky gut syndrome, donc tout ça, évidemment, la prise en charge sera différente en fonction. Mais en gros, déjà, il y a quand même quelques symptômes qui peuvent nous faire penser très fortement à un leaky gut syndrome. Le premier étant évidemment les ballonnements. Qui dit ballonnement dit digestion perturbée, mauvaise digestion, mauvaise absorption. Les ballonnements, c'est un peu le syndrome fourre-tout où il y a tellement de choses qui peuvent entraîner des ballonnements, mais en général, quand il y a des soucis de ballonnement, c'est qu'il y a des soucis de microbiote, donc potentiellement qu'il y a un souci de porosité intestinale. Un autre point, comme je l'ai évoqué un peu avant, ça peut être des manifestations cutanées. Si vous avez des problématiques d'eczéma, de psoriasis, de peau hyper réactive qui démange, qui fait des plaques, des choses comme ça, ça peut être effectivement une conséquence du leaky gut syndrome, puisque les déchets qui vont passer la barrière intestinale vont essayer d'être éliminés via la peau, vont venir irriter aussi la peau. Donc ça peut être intéressant dans ces cas-là de s'occuper de l'intestin. Aussi dans des problématiques d'allergie, évidemment l'intestin sera en jeu, vous l'avez compris. Je vous ai expliqué pourquoi ça active le système immunitaire et ça peut créer effectivement des allergies ou des réactions auto-immunes. Donc dans tous les cas de choses un petit peu comme ça, il faut s'occuper de l'intestin. C'est le cas aussi, comme je vous le disais, sur les infections chroniques, sur n'importe quel système, pas forcément le système digestif, mais si vous avez des choses qui reviennent en permanence, vous vous retrouvez à avoir des otites chroniques, tout ce qui finit en it, tout ce qui va être infection chronique sur n'importe quel système, il faut potentiellement s'intéresser à l'intestin. Ça veut dire qu'il y a un souci au niveau du système immunitaire, et comme le siège du système immunitaire se trouve dans l'intestin, c'est que potentiellement il y a un problème effectivement de leaky gut. Au niveau un peu plus des examens, il y a plusieurs choses qui peuvent le montrer, notamment
si vous avez fait un test des intolérances alimentaires, donc ce qu'on appelle les IgG alimentaires, et que vous vous retrouvez avec un résultat qui montre qu'en gros vous avez une quantité folle d'IgG alimentaires élevée, qui montre en gros comme si vous étiez intolérant à plein d'aliments, et particulièrement évidemment les aliments que vous consommez régulièrement. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir des personnes qui me disent « Je comprends pas, j'ai fait un test d'intolérance alimentaire, il y a absolument tout ce que je mange qui ressort en intolérance élevée. Je sais plus comment faire, est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête de manger tout ce que je mange ? Comment je m'en sors ?» Alors la réponse, elle est assez simple. Quand il y a un seul IgG, si par exemple vous faites un test et vous vous rendez compte que vous avez une intolérance assez forte, je sais pas moi, au lactose, on va faire aller le plus simple. Bon bah là effectivement, il faudra peut-être tout simplement diminuer le lactose, voire arrêter d'en consommer. Ça veut dire qu'il y a une réaction vraiment spécifique sur tel aliment. En revanche, si vous vous retrouvez avec plein d'IgG alimentaires élevés, ça veut pas forcément dire que vous êtes intolérant à tous ces aliments-là, ça veut simplement dire que votre intestin potentiellement est devenu un peu perméable, donc il a laissé passer une partie de ces aliments non digérés dans la circulation sanguine, donc le système immunitaire s'est mis en état d'alerte et a créé des réactions face à ça, donc des espèces d'anticorps, on va dire, pour combattre ces intrus qui sont rentrés, même si ce sont pas des choses dangereuses à la base, mais le système immunitaire, lui, il le sait pas. À partir du moment où il y a quelque chose qui rentre alors que ça ne devrait pas, il attaque, il essaye d'éliminer l'intrus. Donc dans ces cas-là, ça veut pas forcément dire qu'il va falloir éliminer tous les aliments que vous consommez, ça veut simplement dire qu'il faut s'occuper de l'intestin. Et c'est plutôt logique d'ailleurs que ce soit les aliments que vous consommiez le plus qui se retrouvent dans votre profil des IgG alimentaires, puisque ça veut dire que c'est des choses que vous consommez, donc effectivement qui passent la barrière intestinale et qui vont créer une réaction. Mais le problème, ce ne sont pas les aliments, c'est l'état de votre intestin qui devrait du coup être rétabli pour que l'intestin redevienne le plus imperméable possible. Donc ça, c'est un point assez important, donc vous alarmez pas si vous avez fait un profil des IgG alimentaires et qu'il ressort catastrophique et que vous avez plein d'IgG alimentaires élevés. Encore une fois, c'est plutôt le signe d'une perméabilité intestinale plutôt que le signe d'une réelle intolérance. On peut aussi effectivement doser la zonuline dont je vous parlais juste avant par rapport au gluten pour voir si effectivement elle est très élevée. Elle est d'ailleurs très élevée chez les personnes qui ont une maladie cœliaque. En général, ils ont une quantité de zonuline qui est très élevée parce que le gluten va complètement faire flamber la sécrétion de zonuline et donc ça va jouer sur la perméabilité intestinale. Mais même sans avoir une maladie cœliaque, on peut avoir une zonuline assez élevée, ce qui est simplement le signe que effectivement, quand vous mangez du gluten, ça implique de la zonuline et donc ça va jouer sur le leaky gut. Et plus la zonuline est élevée, plus ça veut dire que vos complexes jonctionnels serrés vont du coup s'ouvrir plus qu'ils ne devraient. On peut aussi mesurer, donc comme je vous le disais avant, la LBP, qui va être la LPS Binding Protein, qui elle va permettre d'évaluer l'endotoxémie métabolique, c'est-à-dire la quantité de déchets et de toxines qui vont passer la barrière intestinale alors qu'ils ne devraient pas. Donc là, ça permet de voir effectivement si on est plutôt fortement intoxiqué ou pas trop, et ça permet de voir si la LBP elle revient très élevée, clairement ça veut dire que votre intestin laisse passer des choses qu'il ne devrait pas laisser passer. Voilà en gros un peu les quelques manifestations que l'on peut avoir si on a un leaky gut. J'ai pas parlé évidemment de tout ce qui va être migraine, toutes les manifestations chroniques que vous pouvez avoir en général, ça veut dire qu'il faut s'intéresser à l'intestin. Maintenant qu'on sait tout ça, comment on fait pour diminuer cette porosité intestinale? Alors il y a plein de choses à faire. Là je vais vous donner un peu les éléments majeurs, même si encore une fois je vous invite fortement à être suivi par un professionnel de santé pour y voir un peu plus clair et être sûr d'être sur le bon chemin et de travailler dans le bon ordre. Mais déjà, une des premières choses à faire, c'est de travailler sur la mastication. Je le répète à chaque épisode quasiment, mais c'est tellement important de prendre le temps de bien mastiquer ces aliments pour faciliter le travail de digestion et éviter justement que la digestion soit perturbée et que l'intestin se retrouve avec des éléments mal digérés qui potentiellement vont passer la barrière intestinale. Donc ça déjà c'est le premier point. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, si vous gobez vos aliments sans prendre le temps de vraiment les mastiquer, ça ne servira à rien. Donc vraiment, premier élément hyper important, la mastication.
Voilà, j'espère que le message est passé. À force de m'entendre le répéter, j'espère que vous pensez à moi maintenant quand vous mangez et que vous prenez bien le temps de mâcher vos aliments. Un autre élément, ça va être évidemment de travailler sur le microbiote. Si jamais celui-ci est déséquilibré, c'est important de savoir déjà comment il est déséquilibré. Est-ce que c'est plutôt pro-inflammatoire? Est-ce que c'est plutôt pro-fermentation? De voir est-ce qu'il y a des bactéries qui sont présentes en trop grande quantité, d'autres pas assez. Tout ça, ça va être important de vérifier ça pour rééquilibrer ce microbiote, et c'est important que le microbiote il soit suffisamment équilibré et suffisamment fourni, qu'il y ait suffisamment de bonnes bactéries qui soient présentes, puisque évidemment ça va fortement jouer sur la porosité intestinale. Un autre point évidemment, ça va être de gérer son stress, puisque pareil, vous aurez beau prendre tous les nutriments possibles, si vous êtes méga stressé de manière chronique, ça va jouer sur le mucus intestinal et donc ça va altérer le fonctionnement de l'intestin, de la barrière intestinale. Donc ça, c'est un point qui est absolument primordial, et il y a plein de façons de gérer son stress, je vais pas tout reprendre ici, mais voilà, pareil, il faut pas hésiter à se faire accompagner si besoin. On peut aussi s'aider de certains compléments alimentaires pour permettre de calmer un peu le système nerveux, tout en travaillant évidemment sur le fond du problème, on va dire. Mais voilà, vraiment, la mastication, le microbiote et le stress, c'est les 3 points absolument essentiels qui, s'ils sont défaillants, vont de toute façon engendrer un leaky gut syndrome. Et puis il y a des choses qu'on peut faire aussi, qu'on peut s'assurer d'avoir en quantité suffisante pour aider justement le fonctionnement de ces fameux complexes jonctionnels serrés. Le premier, évidemment, ça va être la L-glutamine, dont j'ai parlé un petit peu avant, particulièrement si on fait beaucoup de sport, mais ça peut être aussi également le cas, même si on fait pas beaucoup de sport, mais qu'on consomme pas beaucoup de protéines, ça peut être intéressant de se supplémenter en L-glutamine pour s'assurer que l'intestin en aura suffisamment quoi qu'il arrive, et que nos petits complexes jonctionnels serrés, ils auront suffisamment de cet acide aminé pour fonctionner correctement. Un autre élément absolument indispensable au bon fonctionnement de la muqueuse intestinale, c'est le zinc, tout simplement parce que ça va être vraiment... le zinc, il intervient dans énormément de réactions du corps, et surtout ça va être aussi un pilier du système immunitaire. Donc pour s'assurer d'avoir un système immunitaire qui fonctionne bien, qui va pas faire n'importe quoi et qui va pas surréagir s'il y a des choses qui passent, et aussi pour l'intégrité des entérocytes, des cellules de l'intestin, le zinc va être absolument primordial. Donc ça peut être intéressant de le faire doser avant de se supplémenter, pour être sûr de pas non plus faire une surdose, on va dire, de zinc, même si bon, il y a beaucoup de personnes qui en manquent. En général, c'est quand même bien de faire un petit dosage pour voir aussi combien vous allez devoir en prendre. Est-ce que ça va être 20, 30, 40 mg ou plus ou moins? Ça va évidemment dépendre de là où vous partez. Donc ça peut être intéressant de faire une prise de sang pour voir où vous en êtes, et en fonction de voir si vous avez besoin d'une supplémentation, si oui, à quelle dose, etc. Troisième élément hyper important pour l'intestin, ça va être la vitamine D. Pareil, ça va être un pilier pour le système immunitaire et aussi pour le bon fonctionnement des cellules. Donc la vitamine D, beaucoup de monde en manque, si ce n'est pas pour dire tout le monde. Donc ça peut être intéressant de se supplémenter, même si vous avez tendance à vous exposer au soleil. Même chose, ça peut être intéressant de la doser avant, parce que la vitamine D, on peut aussi faire une surdose. Donc c'est important de doser la vitamine D pour voir un peu où vous en êtes et voir de quelle dose vous avez besoin. Est-ce que c'est 1000 unités par jour, 3000, 6000, plus ou moins? On s'amuse pas non plus à faire n'importe quoi avec la vitamine D, donc on vérifie d'abord d'où on part, et ensuite, si besoin, on se supplémente. Et enfin, le dernier élément, non, c'est pas le dernier d'ailleurs, c'est l'avant-dernier, qui peut être intéressant pour les complexes jonctionnels serrés, ça va être ce qu'on appelle le butyrate. Le butyrate, vous m'avez peut-être déjà entendu en parler, c'est un acide gras à chaîne courte, ce qu'on appelle un AGCC, donc un acide gras à chaîne courte, qui va être sécrété par les bonnes bactéries de notre microbiote intestinal, notamment les bifidobactéries. En fait, elles vont fermenter notamment ce qu'on appelle les FOS, donc les fermentescibles oligosaccharides, et elles vont donc fermenter ces petits types de glucides. En fermentant ces petits glucides, elles vont produire cet acide gras à chaîne courte qui est le butyrate. Et le butyrate, c'est hyper important pour plein de choses. On en a besoin dans le cerveau, dans plein d'éléments, mais notamment dans l'intestin. C'est ce qui va justement permettre
de maintenir l'intégrité de ces complexes jonctionnels serrés. Alors le butyrate, idéalement, c'est mieux s'il est produit par les bonnes bactéries. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de voir ce qu'on a dans notre microbiote pour voir si on a assez de bifidobactéries pour produire ce fameux butyrate. Mais on peut aussi le prendre en complément alimentaire si besoin, temporairement, le temps de rééquilibrer le microbiote et le temps de refaire le plein de bifidobactéries. On peut aussi prendre du butyrate en complément. Encore une fois, c'est mieux de voir avec votre professionnel de santé. Et dernier élément, même si il y en aura encore plein d'autres, mais encore une fois, je vous donne les principaux parce qu'il y a déjà plein de choses à dire sur tout ça. Dernier élément, ça va être de voir effectivement le statut du FUT2, donc de ce fameux gène qui contrôle la qualité du mucus, et de prendre, si jamais vous avez un profil non sécréteur, comme c'est mon cas, et bien de prendre du fucosyl lactose, qui est en gros ce qui va vous manquer pour produire un mucus de qualité. Donc on peut prendre du fucosyl lactose en supplémentation, et donc ça va permettre de rétablir un bon mucus intestinal, ce qui est quand même absolument primordial. Donc ça va dépendre effectivement de votre statut. Ça sert à rien de prendre du fucosyl lactose si vous avez un profil sécréteur, si tout va bien en gros, mais par contre ça peut être intéressant si vous avez un profil non sécréteur, ou si vous avez ce qu'on appelle un peu un profil mixte, c'est-à-dire que vous avez une version du gène qui est ok, une version du gène qui est pas ok. Là, ça peut être éventuellement intéressant dans certains cas, parce que ça veut dire que vous sécrétez quand même du mucus, mais pas de manière super tip-top. Donc ça peut être intéressant de tester et de prendre du fucosyl lactose et voir si ça vous fait du bien ou non. Voilà, on a terminé en gros les grandes lignes de la perméabilité intestinale. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous ce que c'est, les conséquences, comment savoir si on l'a et comment diminuer cette porosité intestinale pour s'assurer que notre intestin assure bien son rôle de protection. N'hésitez pas à venir me dire sur Instagram si vous avez des questions, ce que vous avez pensé de l'épisode aussi. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour. Et puis, si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me touche toujours beaucoup de voir vos avis, et puis ça permet de diffuser le podcast au plus grand nombre et de permettre que de plus en plus de personnes comprennent comment fonctionne leur santé et puissent reprendre un peu le pouvoir sur leur santé. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit avis. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire aussi à la newsletter si vous souhaitez recevoir chaque semaine mes meilleurs conseils pour une santé au naturel. Je vous remets les liens en description de cet épisode. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un prochain épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous et prenez bien soin de votre intestin.